Bonjour et bienvenue dans cette édition de l'automobile dans tous ses états. Le sujet du jour, une auto, ça s'entretient toujours avec un gros point d'interrogation. Dans un marché auto où la guerre des prix fait rage, les constructeurs ne se battent pas seulement sur le prix de vente de leur modèle. Ces dernières années, ils ont aussi largement accru les intervalles de révision afin de ne pas grever le budget de l'automobiliste et de risquer de le faire hésiter au moment de l'achat. Du coup, les enseignes de centres auto se sont engouffrées dans la brèche en proposant des révisions équivalentes à celles des constructeurs sans rendez-vous et à prix tiré. Aujourd'hui, les constructeurs recommandent du coup de venir en concession au minimum une fois par an ou tous les 20 à 30 000 km, d'où le titre de cette émission que je vous répète, une auto ça s'entretient toujours. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Éric Boulière est journaliste à AutoPlus, spécialiste des enquêtes de ce magazine depuis de nombreuses années et à ce titre témoin privilégié des changements d'habitude des automobilistes. Bruno Crocheton est directeur technique du groupe Feu Vert et donc parfaitement qualifié pour témoigner sur ces automobilistes qui ont choisi de quitter le réseau constructeur. Bertrand Gay est directeur de la rédaction d'Autostrade International et à ce titre il épluche depuis des années les habitudes de consommation des automobilistes. Enfin, Fabrice Godefroy est le président de l'association Dieseliste de France et vous nous expliquerez en quoi l'entretien reste primordial aujourd'hui, y compris pour régler certains problèmes de pollution sur les véhicules d'occasion. Et je vous propose donc d'entamer tout de suite ce débat avec le témoignage d'Éric Boulière sur ce que disent vos lecteurs sur ce sujet. Bonjour. Alors oui, l'entretien, c'est un vrai débat. Ce sont des gros soucis, des soucis pour tout le monde, pour le particulier, en termes de coûts, pour les constructeurs, parce que l'entretien est intimement lié à l'idée de fiabilité. Fiabilité qui, bien évidemment, aujourd'hui, ça a évolué. On est capable de descendre par la Nationale 7 sans mettre 50 litres d'eau dans les moteurs. Les motoristes savent faire. On est capable de remonter sans se mettre dans les barrières. Les ingénieurs font des voitures qui vont bien. Mais le problème de l'entretien, c'est vieux comme le monde et il est aujourd'hui à l'identique. Alors, est-ce que la voiture sans entretien aujourd'hui existe-t-elle? Je ne sais pas si c'est réellement la bonne question. On pourrait peut-être se dire, est-ce que l'on souhaite la faire exister? Là, on élargit un petit peu le débat. La voiture sans entretien, je pense qu'on sera d'accord tous autour de cette table, c'est un vœu pieux, c'est pour l'instant une vue de l'esprit. Alors, on a fait quelques progrès. On a dans le groupe VV depuis une dizaine d'années des liquides de refroidissement à vie, nous dit-on, dans la voiture. On a des huiles qui ont fait d'énormes progrès. Si je me souviens bien, il y a encore 25 ans, on vidangeait tous les 3 à 5 000 km. Celui qui ne le faisait pas se retrouvait avec son moteur par terre, avec des bielles qui croisaient les bras, etc. etc. Aujourd'hui, on vous dit revenez dans un an ou 30 000 km et c'est la tendance du marché. Donc, quelque part, est-ce que les constructeurs, et vous pourrez réagir tout à l'heure, est-ce que les constructeurs se sont pas tirés une balle dans le pied en disant à leurs clients, revenez nous voir dans un an ou 30 000 km? On sait comment réagit le client. Le client, il dit, on m'a dit un an, je reviendrai dans un an et demi, ou je reviendrai dans 40 000 km, etc. Vous l'avez évoqué, on a assisté à quelque chose d'étrange. C'est-à-dire que dans les années 2010, les constructeurs, notamment français, indiquaient à leurs clients un tempo de révision qui était de 2 ans. On est revenu depuis cette époque à quelque chose d'annuel. Alors, pour quelles raisons? 2 raisons très simples. Au bout de 2 ans, nous avons perdu l'habitude, nous particuliers, nous automobilistes, de simplement tirer la jauge, d'ouvrir le capot et de regarder le niveau d'huile. Ça ne se fait plus parce que les voitures sont plus fiables. Oui, donc, et puis désormais, on a la plupart du temps cette indication au tableau de bord. Voilà, qui marche ou pas. D'ailleurs, on peut y revenir. Mais en tout cas, on perd ce contrôle quotidien que l'on avait autrefois. Donc, les véhicules revenaient au bout de 2 ans avec de réels soucis de lubrification. Premier point. Second point pour les constructeurs, et là, on change de registre, on n'est plus dans l'organe ou dans l'entretien, c'est que au bout de 2 ans, j'ai acheté ma voiture. Au bout de 2 ans, je dis coucou au concessionnaire. Le concessionnaire m'a vendu la voiture, jamais il me revoit. Et dans ce cas-là, effectivement, je serais peut-être tenté d'aller chez le monsieur qui est en face de moi, à savoir les enseignes Feu Vert. Et les concessionnaires étaient désolés de ce fait de voir partir les clients. Ils ne les revoyaient plus. D'où revenez au bout d'1 an pour faire de l'entretien. Et on retombe sur le coût de l'entretien pour le particulier. Bien sûr. Donc, on va en discuter avec Bruno Crocheton, qui est le directeur technique de la chaîne Feu Vert. Il est clair que vous avez su mettre, je dirais, le pied dans la porte.
le pied dans la porte, il y avait une place à prendre parce que chez les concessionnaires, on vous disait « Oh là là, prenez rendez-vous, non pendant 15 jours, pendant 3 semaines, revenez dans un mois et puis vous nous laissez la voiture une journée. » Et puis vous avez dit « Vous venez nous voir sans rendez-vous et puis on vous fait ça en 2 heures de temps, prenez un café, prenez des journaux, on s'occupe de vous. » Vous venez nous voir avec ou sans rendez-vous. Parce que je crois que le point de départ, effectivement, le fait générateur, c'est la voiture. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est les clients. Les clients, par Internet, se sont affranchis d'une pression historique, tutélaire des réseaux de constructeurs pour ouvrir leurs œillères. Pour ouvrir leurs œillères et regarder à travers des sites, à travers des blogs et à travers des enseignes comme Feu Vert qui mettent en avant, mais on n'est pas les seuls, ce qui est réellement proposé pour de la révision et pour de l'entretien. Et grâce aux réseaux sociaux, c'est devenu du bouche à oreille, du téléphone arabe. On dit moi je suis super content, ça s'est bien passé, j'ai payé le bon prix. Exactement. Donc je crois qu'il y a vraiment, enfin nous, en tant qu'enseigne Feu Vert, et je parle de ce que je connais le mieux, avons ressenti un effet d'accélération très fort par ce qu'on appelle l'accélération digitale, c'est-à-dire l'accès de tout un chacun, en plus de son ordinateur, par son smartphone, ou de son téléphone, et qui permet de savoir pour sa voiture où est-ce qu'elle peut être entretenue, à quel prix elle peut être entretenue, et pour le prix, quelles vont être les prestations proposées. Bien sûr. Et puis je pense que vous êtes comme les autres, vous proposez cette prestation, vous rentrez le VIN, le numéro d'identification du véhicule, et on vous dit, pour telle pièce, ça va vous coûter tant, pour telle révision, ça va vous coûter tant. On sait à l'avance avant de venir. On rentre simplement la plaque d'immatriculation. Je crois qu'un client... Oui, désormais avec le SIV, le nouveau système d'immatriculation, il n'y a pas de souci. Au-delà du SIV, un client, il ne faut surtout pas lui demander plus, ou pas commencer à lui dire est-ce que vous avez votre carte grise, c'est quoi votre numéro de châssis. Un client qui vient dans un lieu d'entretien, il sait la couleur de sa voiture et à peu près son nom, même pas définition. Donc il faut qu'on soit facilitant. La plaque d'immatriculation est le ticket d'entrée qui est le plus facilitant. Et à partir de là, que ça soit en centre auto, pour un collaborateur face à un client, ou que ça soit sur le site internet, ordinateur ou smartphone, le client particulier peut faire une approche à la fois technique et financière de la révision et avoir même la vision du temps durée et du temps jour à travers un planning délocalisé. Un agenda électronique pour lui rappeler à quel moment il faudrait idéalement qu'il amène sa voiture chez vous. Je crois que les clients automobiles aujourd'hui, il y a un aspect coût qui est indéniable. C'est clair. Mais surtout, il y a la facilité. Il y a un aspect praticité. La voiture, même si nous sommes au mondial de l'automobile, aujourd'hui, au mieux, elle fait plus rêver, et au pire, elle est culpabilisante. Oui, quand je me balade dans les allées du salon, je vois des choses qui me font rêver, que je n'aurai jamais les moyens de me payer, mais qui continuent à me faire rêver. Donc, cette tendance-là est malheureusement lourde, donc il faut s'adapter. Le prix des prestations est une chose, la praticité en est une autre. Et nous, en tout cas, Feu Vert et je vais dire enseigne Centre Auto, pensons et nous battons pour amener cette facilité, amener cette praticité. C'est comme ça que vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Fabrice Godefroy, donc président de l'association Dieselistes de France, vous vous apprêtez à couvrir un créneau, si je puis dire, qui est aujourd'hui totalement délaissé. On nous parle de pollution, on nous parle de vieux véhicules qu'il faut mettre au rencard, et pourtant il y a des solutions qui existent. La solution chez vous, elle s'appelle quoi ? Éco-révision. Éco-révision, vous voulez bien nous en parler un petit peu plus ? Alors, bien sûr, juste avant, c'est sûr que quand vous l'avez dit, quand on se promène dans les allées de ce salon, le mondial de l'automobile, on nous parle beaucoup de véhicules connectés, de véhicules multiplexés, de véhicules autonomes, mais il ne faut pas oublier, on a tendance à oublier que c'est avant tout un moteur thermique, à 99%, un moteur essence, un moteur diesel. Donc un véhicule qui a besoin de respirer, et il ne faut pas qu'il s'encrasse, et il faut
falloir évidemment qu'il soit entretenu et révisé. Et donc là-dessus, il y a un enjeu extrêmement intéressant, que ça soit un enjeu écologique et économique. Bien sûr, on a une petite vidéo que vous nous avez fournie, qu'on passera tout à l'heure. Ça ne sera pas tout de suite, ça ne sera pas la première, mais qui explique vraiment tout, qui est parfaitement didactique. Et on la passera tout à l'heure à l'appui de votre démonstration. Alors, tout à fait. Et effectivement, on a la chance d'avoir une révolution qui va s'effectuer dans les prochains mois. C'est l'évolution du contrôle technique. Et le contrôle technique va justement... Parce que bon... Est-ce que c'est acté, ça, parce que ça fait un moment qu'on en parle, et le contrôle technique va être modifié, les textes sont parus? Alors ça fait partie du décret actuel, donc il y a une période de probatoire, d'essai et de mise en route de ce contrôle technique. Tout ça pour être prêt en 2019, avec effectivement des appareils, donc 5 gaz, qui vont permettre... 5 gaz, oui. Parce qu'on sait très bien que l'enjeu... La grosse différence par rapport à ce qui existait précédemment, c'est qu'on va pouvoir savoir si c'est un injecteur qui est en cause, si c'est une pompe d'injection, si c'est des choses comme ça, on va pouvoir cerner plus facilement le problème. Le contrôle technique, il pourra vérifier si effectivement il y a une dérive technique d'un véhicule, parce que souvent on parle de pollution. Alors je pense que la pollution n'est pas quelque chose d'ancré. Hein. On sait très bien que les équipements... Non, c'est pas une fatalité. Les équipementiers, les constructeurs font ce qu'il faut avec les normes pour faire évoluer tous ces véhicules. Et malgré tout ce qu'on dit, on sait très bien qu'il y a des évolutions qui sont énormes. Si je prends le cas par exemple du diesel que je connais bien, on s'aperçoit qu'en 10 ans, la pollution du diesel a été divisée par 10 en 10 ans. Donc c'est énorme. On ne peut pas comparer un véhicule. Il y a eu une diminution drastique, 90% pour certains polluants. Tout à fait. Personne ne peut comparer un véhicule d'il y a 15 ans et 10 ans et un véhicule qui sort actuellement. C'est comme si on comparait le Minitel avec Internet. C'est exactement la même chose. Ouais. Donc ça, c'est clair qu'il y a une évolution. Après, derrière, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un véhicule, ça s'encrasse, ça peut perdre ses caractéristiques d'origine. Il y a une dérive technique qui fait qu'un véhicule de plus en plus peut consommer de plus en plus et polluer de plus en plus. Et donc, grâce au contrôle technique, et après derrière, avec une évolution d'une révision de nouvelle génération qu'on appelle l'éco-révision, effectivement, on pourrait dépolluer aussi le parc actuel. Bertrand, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, justement, ce que vous observez sur les allées du salon, c'est la différence entre la voiture neuve et le parc. Vous voyez le parc automobile. Est-ce que vous sentez que ce parc change petit à petit dans ses symptômes, dans les symptômes que vous voyez entrer en atelier? C'est-à-dire, au vu, avec les nouvelles conditions d'utilisation de l'automobile, plus urbaine, à faible vitesse, avec des vitesses de circulation de plus en plus faibles, des rapports de boîte qui sont de plus en plus longs, donc le moteur tourne de plus en plus bas en régime. Est-ce que ça pose des problèmes particuliers ou ça fait apparaître de nouveaux symptômes? Alors c'est sûr qu'on est très très loin du réglage de la pompe d'injection ou du carburateur qu'on a connu il y a 15 ou 20 ans, ça c'est certain. L'automobile, je l'ai dit, a vraiment évolué techniquement. Hein. Maintenant on a des filtres à particules, des vannes EGR, des turbos, des systèmes SCR et tous ces systèmes de dépollution qui permettent d'avoir une performance, une dépollution du véhicule, mais aussi une meilleure consommation et une meilleure performance, c'est évidente. C'est des techniques qui malheureusement, si effectivement est traitée en urbain, en ville, dans les embouteillages, et Dieu sait qu'il y a des embouteillages en ce moment, surtout actuellement, c'est sûr que c'est des véhicules qui auraient tendance à s'encrasser. Et pour prévenir, pour éviter donc toute cette dérive technique qui a un enjeu économique mais aussi écologique, et surtout pour permettre de prévenir au lieu de guérir et de ne pas avoir de panne beaucoup plus grave, parce que quand un turbo tombe en panne, là, ça coûterait beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça qu'il faut véritablement que le véhicule ne s'encrasse pas trop. Fabrice, il y a un chiffre que j'aimerais bien que vous rappeliez, parce que je pense que vous l'avez, c'est quoi 30% du parc qui fait 70% de la pollution? C'est quelque chose comme ça ou je cite ça de mémoire. Alors c'est sûr que l'automobile est un bouc émissaire de la pollution. Facile, alors qu'il y a évidemment plein d'autres sources de pollution, l'industrie, le chauffage, l'agriculture. Sur la région francilienne, je crois que l'automobile, c'est entre 15 et l'agriculture, c'est 38% à peu près. C'est entre 15 et 25% l'automobile. Par contre, ça fait partie des évolutions et des meilleures améliorations. C'est bien l'automobile qui a les meilleures améliorations, et ça, c'est pas moi qui le dis. Il suffit d'alors de regarder les derniers rapports d'Airparif qui ont fait une analyse entre 2007 et 2014. Et on voit très bien que la pollution particulière liée à l'automobile est en baisse drastique, c'est évident. Un petit chiffre très rapidement, j'ai eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises. C'est un chiffre qui est d'autant plus incontournable que il vient de l'ADEME, qu'on peut pas penser pro-lobby automobile. On a 3 à 4 fois plus de particules fines sur les quais du métro et du RER qu'aux abords directs du périphérique. Tout à fait. Et côté particules issues de l'automobile elle-même, on s'aperçoit que les particules provenant du moteur
sont dépassés désormais par les particules provenant du freinage et des pneumatiques. Oui, exact. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est focalisé sur la partie particules liées au diesel, alors qu'on sait que sur les nouveaux véhicules essence, il va y avoir les mêmes problématiques. Donc, il va y avoir des filtres à particules qui vont s'équiper aussi sur l'essence, parce que les nouveaux injections directes vont aussi dégager des particules. Donc, c'est sûr que en essence, c'est clair. Aujourd'hui, un injection directe essence émet plus de particules fines qu'un diesel Euro 6. Par contre, effectivement, potentiellement, un véhicule électrique a des freins, a des pneus et donc a aussi une pollution particulière qu'on ne dit pas forcément, effectivement. Éric, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, je veux bien, parce que effectivement, moi, de par ma position d'homme de presse, je suis à l'écoute un petit peu des demandes et des soucis des automobilistes. Pas un petit peu, beaucoup. Voilà. Là, j'ai entendu certaines choses. On vient d'évoquer les vannes EGR, les FAP, les turbos. Ce sont justement les 3 plus gros soucis que l'on rencontre actuellement. C'est-à-dire que ces organes-ci pose des problèmes en termes de coûts considérables pour les budgets familiaux. Et ce sont 3 pièces que l'on a posées dans les véhicules sans dire aux gens, attention, elles ne sont pas du tout allouées à faire ce type de trajet. C'est-à-dire que on lie tout ceci à une nouveauté, l'éco-entretien et la pollution. Sauf que en 2019, les contrôles techniques vont se mettre, quelque part, il faut bien le dire, à la place des réparateurs. C'est-à-dire que c'est le contrôleur technique qui va vous dire « Monsieur, allez réparer votre voiture ». On leur demande de plus en plus, d'ailleurs. Ça peut être étonnant, ça peut être assez mal perçu, assez mal vécu en tout cas. Premier point. Ensuite, lorsqu'on dit les vieilles voitures, d'accord, mais de quoi parle-t-on? C'est quoi une vieille voiture? C'est quoi une vieille voiture? Et surtout, quel gaz? C'est-à-dire que tout ceci a pris un peu des tours lorsqu'on a évoqué les NOx et les particules. Les NOx, et là, les oxydes d'azote. Oxyde d'azote. Et là, je peux vous dire, pour avoir assisté très récemment à un contrôle technique avec ces appareils pour mesurer les 5 gaz, où un véhicule, je vais taire la marque pour l'instant, mais un véhicule très récent de 45 000 € était en quantité de NOx d'une façon insurmontablement plus élevée qu'une petite Twingo des années 2000. Donc méfiance à ce qu'on dit. Les particules, qu'en est-il? Aujourd'hui, c'est le FAP. Alors le FAP, c'est formidable, c'est-à-dire qu'effectivement... S'il est additivé. S'il est additivé, ou même par extension les premiers FAP, qui aujourd'hui ne sont plus d'équerre, lorsqu'il n'y a pas la dépollution du FAP, les particules, elles passent. Lorsque le FAP est encrassé, badaboum, on retombe à la case 0. C'est-à-dire que ces nouveaux diesels peuvent très vite, aujourd'hui, encrasser le FAP, c'est-à-dire rejeter des particules, et rejeter du NOx en quantité bien plus considérable qu'une ancienne voiture. Alors là-dessus, je serais plus mitigé sur les définitions. Pour l'éco-entretien, alors surtout, on débat et ne le prenez surtout pas mal. En venant, je me doutais que la conversation allait apparaître sur ce débat. J'ai simplement fait sortir un lien internet éco-entretien.ue et c'est simplement, on va en rire, mais je pense que c'est représentatif de quelque chose. La démarche éco-entretien, c'est quoi? Ça s'intéresse à 38 millions de véhicules. Là, on sent déjà qu'il y a gros marché. Ça utilise un outil de diag innovant au moyen duquel ont été créées des applications. On part un peu du banc, là, hein, des applications, afin de détecter, rester assis, des pannes introuvables avec les équipements classiques. Et là, je parle à mes lecteurs. C'est-à-dire qu'on est en train de leur dire qu'on va inventer un truc pour trouver des pannes introuvables, d'éléments qu'on a créés sans leur dire « Ne prenez pas un diesel pour rouler en ville, vous allez au-devant des ennuis ». Donc, ce qui est la réalité. Ce qui est la réalité. Alors bien évidemment, c'est un avenir, c'est une solution, et je suis d'accord avec vous, le diesel d'aujourd'hui, il ne faut surtout pas tirer dessus parce qu'il y a des évolutions. Quand ça marche très bien, sauf que la réalité, pied à pied, c'est pas toujours ça. Alors, je répondrai quand même pas sur effectivement l'éco-entretien, parce que moi, ça ne me concerne pas. Oui, moi, sur l'éco-révision. Débat sur l'éco-révision, donc c'est encore autre chose. Donc, ça doit être un communiqué de presse qui ne me concerne pas. Par contre, il y a une chose qui est certaine sur le diesel, sur l'encrassement d'un véhicule diesel, si vous voulez en parler, c'est évident. C'est pour ça que même moi, en tant que dieseliste de France, je pense qu'à une époque, on a trop survendu des véhicules diesel à des gens qui n'avaient pas forcément l'utilité. Oui, surtout pour un mauvais usage. Un diesel en ville, un diesel aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est des petites essences
l'essence. Qui fait 5000, 6000 km par an en urbain n'a pas besoin d'un véhicule diesel, c'est une évidence. Un véhicule diesel doit rester pour les gens qui sont des grands rouleurs, sur des gros cylindrés, et ils éviteront toutes ces problématiques que vous venez d'exposer, de l'encrassement, etc. Par contre, on ne peut pas dire que l'évolution de ce contrôle technique sera justement quelque chose de négatif. Au contraire, ça permettra justement de prévenir ces réparations coûteuses pour les automobilistes, justement, et pour prévenir des encrassements trop forts. C'est plutôt positif. Bruno Crocheton, vous vouliez réagir? Oui, d'un point de vue d'abord global, avec un peu de recul, et vous avez raison de le souligner, les seules motorisations qui ont fait l'objet d'efforts et d'optimisation très forte de leur performance, c'est les moteurs diesel depuis une vingtaine d'années. Oui, parce que ça a explosé en Europe et dans le monde. Et sans faire de publicité, Ford, avec son 3 cylindres essence EcoBoost, je crois, il y a 3 ou 4 ans, a lancé le renouveau des motorisations essence. Enfin, ça faisait... On avait, me semble-t-il, chez le groupe PSA avec le partenaire Toyota, on avait du petit 3 cylindres essence 900 ou 1000 cm3 qu'on a vu beaucoup sur les Aigo, sur les C1 et tout ça. Mais le diesel, effectivement, aujourd'hui fait partie d'une culture presque française qui a été encouragée. L'avantage fiscal. L'avantage fiscal, le coût du carburant. D'un autre côté, il faut rappeler aussi que la lutte contre la pollution, c'est aussi les consommations les plus basses possibles. On sait que le diesel brûle mieux son carburant que l'essence, il en tire un meilleur pouvoir calorifique. Donc quand vous avez une auto, enfin je sais pas, pour moi ça me paraît, c'est peut-être une idée aussi, une idée de base, mais un véhicule qui consomme 4 litres au 100, surtout un diesel moderne Euro 6, c'est beaucoup mieux qu'un essence qui consomme 6 litres, me semble-t-il. Mais pour revenir sur notre discussion, qui est le fait qu'aujourd'hui il y a un encrassement, voire derrière des conséquences d'entretien, c'est qu'il y a une perversion du début, c'est qu'un diesel reste fait pour faire des longs trajets sans interruption, ce qui est aujourd'hui quasiment l'inverse avec la circulation urbaine et des voitures qui font 10 km, qui s'arrêtent, qui font 10 km, qui s'arrêtent. Un diesel est beaucoup plus long à monter en température. Et il y a eu d'énormes progrès de fait ces derniers temps. Et pollue beaucoup plus. Mais on parle du parc 10 ans, voire du parc 15 ans. Effectivement, lui est décalé. Alors, le contrôle technique aura en tout cas la vertu, en 2019, de tirer la sonnette d'alarme. De mettre la balle au centre. Nous sommes en 2016. Si le décret d'application qui vient d'être paru donne des phases de test, des phases de réflexion pour une obligation en juillet 2019, c'est que le dossier, comme disait monsieur, n'est pas si simple et qu'il va falloir qu'au niveau des pouvoirs publics, arbitrer, négocier, lobbyer finement pour éviter de mettre soit la barre trop haut et d'avoir la moitié des voitures qui ne soient pas recevables, soit la barre trop bas et comme souvent la montagne accouchée d'une souris. Fabrice, je suis désolé, je ne vais pas vous laisser intervenir. On va passer une petite vidéo. Ça va vous faire plaisir. C'est la vidéo qui vient de chez vous, Feu Vert. On va voir ce que vous proposez parce que c'est vrai que on va voir comment vous êtes allé chercher les clients, ce que vous offrez aux clients qui ont délaissé les marques auto à travers, je pense que ça a été l'élément déclenchant, le fait qu'on ne perde plus la garantie constructeur quand on vient dans une enseigne comme la vôtre. On va regarder cette vidéo, on revient ensuite, je vous donne la parole, Fabrice. Pour vous, la seule bonne révision, c'est celle de votre constructeur? Alors, c'est le moment de réviser votre point de vue sur la question. Quel que soit l'âge et la marque de votre véhicule, Feu Vert vous assure des prestations parfaitement adaptées qui respectent votre carnet d'entretien et préservent votre garantie constructeur, et le tout à prix Feu Vert. Feu Vert dispose de bases de données techniques intégrées à ces systèmes d'information, permettant ainsi de respecter scrupuleusement le carnet d'entretien de votre véhicule en tenant compte de son âge, de son kilométrage et de son utilisation. La révision expert Feu Vert intègre, en fonction des préconisations du carnet d'entretien de votre véhicule, le remplacement des lubrifiants, des liquides, des pièces, par des pièces de rechange de qualité équivalente à l'origine.
Pour votre sécurité et celle de vos passagers, Feu Vert vous propose un diagnostic expert qui nous permet de contrôler tous les composants indispensables au bon fonctionnement de votre voiture et vous donne un bilan clair de l'état de votre véhicule tout en respectant votre budget. Bon, on a vu ce que vous étiez capable de faire et Fabrice, je vais vous laisser réagir là-dessus puisque je vous avais dit que effectivement je vous donnerai la parole. Là, on a bien compris comment vous pouviez récupérer, je le disais juste avant cette vidéo, comment vous aviez pu récupérer tous ceux qui voulaient sortir du réseau constructeur. À partir d'une simple évolution de la législation européenne. Hein. Bien sûr, oui, tout à fait. Simplement. Mais avec des opérations lourdes comme une courroie de distribution, des choses comme ça qui sont quand même pas des choses anodines. Oui, qui, elles, pour le coup, sont décalées de la notion garantie constructeur. La garantie constructeur... Si vous avez un souci après, je peux vous garantir que le constructeur va vous envoyer botter en touche quand vous allez présenter la facture qui vient de chez vous, de chez vos confrères. Parfois, et je pense parfois oui, parfois non. Oui, pour l'avoir vécu, je pense que c'est 95% de cas où vous vous faites envoyer sur les roses et puis 5%. Pour le coup, M. Crocheton n'y est strictement pour rien, puisqu'il y a effectivement des textes, des lois, des directives européennes. Sauf qu'encore une fois, la réalité d'aujourd'hui, c'est que durant cette période de garantie, il serait censé, pour un particulier, d'aller faire ses premières révisions chez vous ou dans d'autres centres spécialisés et de quitter le réseau constructeur. C'est légalement et techniquement faisable. Je ne vous parle pas des suées ensuite. Et là, pour le coup, effectivement, on peut en parler. Je veux dire, les courriers des lecteurs qui nous arrivent en disant, voilà, j'ai suivi... Alors si, on peut malgré tout vous poser une question, c'est-à-dire que si le particulier se dit, après tout, je suis libre de faire ce que je veux, je vais aller ailleurs. Qu'êtes-vous en mesure de lui donner comme preuve de cette authenticité de révision constructeur et en termes de qualité des produits posés sur son véhicule? Si je suis un simple particulier... En résumé, est-ce que Feu Vert peut défendre son client face au service client? Je suis ennuyé avec ma marque qui me dit, vous n'auriez pas dû aller chez ce monsieur. Je reviens chez ce monsieur et je dis, présentez-moi un listing très précis que je puisse juridiquement opposer à cette marque-là. Vous avez tout à fait raison. Sur les pièces en elles-mêmes, ce sont les pièces dites concurrencées dans le langage et donc pas de la marque du constructeur. Mais effectivement fabriquées par des sous-traitants des constructeurs. Oui, qui sont les mêmes, c'est l'emballage qui change. Vous allez prendre des courroies chez Gates pas de nom. Non. mais oui, évidemment. Chez les grands et fabricants. Des filtres et des plaquettes. Donc à partir de ce moment-là, c'est nos fournisseurs, qui sont aussi les fournisseurs des grandes marques, qui nous appuient pour dire effectivement, vous m'avez acheté tel filtre, telle plaquette qui est mis en cause, j'atteste qu'elle est fabriquée selon les spécificités du constructeur. Ça, c'est côté fournisseur. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les lecteurs d'Eric qui rencontrent des soucis. Chez Feu Vert, vous allez les aider à vous me laissez finir. Allez-y, je vous en prie. Sur les produits, puisque une prestation, c'est un couple, produit, main-d'œuvre. Oui. Sur les prestations et sur la liste de ce qui rentre dans la révision dite constructeur. Vous suivez les carnets des constructeurs. Le carnet et le logiciel et la base de données qui s'appelle Autodata, qui est partagée entre les constructeurs et d'autres enseignes de centre auto. Feu Vert n'en est pas propriétaire, mais qui nous amène la garantie, la certitude, la connaissance, que ce qui est les fait méthodes en matière de temps, de ce qui est fait en matière de prestations est recevable par rapport à ce que préconise le constructeur. Fabrice. Je peux rebondir sur Rebondissez, sur je vous ça. en prie. Effectivement, la garantie qui peut être remise en question, c'est la pièce qui va être montée. Donc, comme on l'a dit cité, effectivement, il y a des équipements entiers derrière, il y a la main-d'œuvre, mais à partir du moment où on est un professionnel, et vous l'avez dit au niveau du décret, on a le droit de le faire. Je vous interromps, très souvent, les services clients des constructeurs se retranchent en disant ça n'est pas un garage agréé de notre réseau, donc la garantie est caduque, elle ne peut pas fonctionner. Ce petit combat marketing et commercial, il est en train de tomber combat, actuellement. C'est un vrai combat quand vous avez une facture de 1 500 €
qu'on vous jette à la figure, je peux vous garantir que ça vous change la vie. Par contre, il y a une chose qui est certaine, il y a une révolution dans notre métier. On nous a toujours dit qu'il y a souvent des évolutions, mais pas de révolution. Là, il y en a une. Le clivage rechange indépendante, rechange constructeur, parce que c'est le débat qu'on est en train d'évoquer actuellement. Débat, oui. Il est en train d'exploser. Maintenant, ça y est, Peugeot vient de racheter un site internet. Ils viennent de racheter un des plus gros distributeurs de notre marché de la rechange indépendante. Renault, la semaine dernière, vient de racheter un distributeur de la rechange indépendante italien. On a des Motrio, on a des Eurorépar, on a des choses de genre. Ils font le chemin inverse. Tout à fait. Mais là, on travaille en famille. Hein. Renault Motrio, on travaille en famille. Bien sûr. Eurorépar, etc. Hein. Bien sûr, c'est comme une sous-marque. Ils vont encore plus loin. Moi, je me rappelle des fameuses phrases, qui peut mieux qu'un tel réparer votre véhicule. Bon, bah maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Qui a été attaqué en justice. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que vous avez Peugeot qui va te vendre un des plus gros vendeurs sur les sites internet des produits d'équipementiers qui fabriquent les systèmes, que ça soit Bosch, Delphi, Valeo, etc., etc. Et donc tout ce clivage est en train d'exploser et la frontière a explosé. Donc maintenant le débat va être beaucoup plus compliqué et je pense que ça va libérer. Et au niveau économique et écologique pour les consommateurs, ça va être vraiment un progrès intéressant. Bertrand, vous vouliez réagir? Revenir sur la question de la main-d'œuvre, de la formation de la main-d'œuvre. Ouais. Quand un constructeur lance un nouveau modèle, il ratisse dans son réseau les mécaniciens, il organise des journées, des demi-journées de formation au nouveau modèle. Le réservé constructeur, c'est une phrase encore qui existe, par modèle ou par spécialiste. Bien sûr. Par spécialiste dans l'atelier du concessionnaire. Et quand on évoque la question des réparateurs ou des réseaux indépendants, les constructeurs nous disent oui, c'est intéressant, ces gens-là ont sûrement des compétences, mais ils voient passer une telle diversité de voitures qu'ils ne peuvent pas être bons à tous les coups. Que répondez-vous à cela? Moi je réponds, c'est très simple. Hein. Nous on s'adresse directement à l'équipementier qui fabrique les systèmes. C'est-à-dire Bosch, Delphi, qu'est-ce qui fabrique les systèmes d'injection essence, d'injection diesel? C'est des gens comme Bosch, Delphi, tout le multiplexé, c'est Valeo. Donc évidemment, l'équipementier forme son réseau indépendant. Après, le problème de la formation, elle est extrêmement importante parce qu'on en a parlé au début du débat. Les véhicules sont en train d'évoluer. Il faut effectivement à la fois des outils diagnostiques de plus en plus équipés, de plus en plus évolutifs. Ils coûtent cher, il faut les rentabiliser, ça c'est un autre problème. Mais l'autre souci que l'on a aussi, c'est de faire venir les techniciens en formation. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est une problématique et c'est hyper important. Ça fait des années que ça existe. Vous avez Delphi, Vistéon, Valeo, Bosch, qui eux disent on a délivré 2 millions d'heures de formation cette année. Sauf que si vous avez une concession qui tient la route, vous avez ces systèmes-là dans toutes vos voitures, c'est multiplié par 15. Et vous avez normalement à l'année 3 personnes qui sont parties en permanence, qui sont jamais à la concession pour aller suivre ces formations et qui sont censées faire passer le message aux autres membres de la concession. Ce qui fait que vous arrivez à des moments, on vous dit le chef d'atelier là, c'est le seul qui connaisse le programme électronique, c'est le seul qui puisse intervenir. Alors quand c'est une petite structure effectivement indépendante où ils ne sont pas nombreux, c'est là où ils ont une problématique. Les stages, ils existent, il n'y a aucun problème. C'est la mort des agents quelque part. C'est effectivement la problématique, c'est d'arriver à les faire venir pour se former. Mais par contre, c'est un enjeu primordial pour la prévente. C'est clair. Je crois que la difficulté de fond autour de l'entretien automobile aujourd'hui et de l'évolution des modèles n'est pas tant le fait qu'à l'ancienne, les constructeurs ont le savoir d'origine et que de fait, les autres, ils l'ont par bribes et après coup. La difficulté qu'on a, parce que l'accès, vous l'avez dit, par les fournisseurs est arrivé aujourd'hui. L'accès par les fournisseurs, on prend l'exemple, nous travaillons avec la valise de diagnostic Actia. Actia est fournisseur des grands constructeurs et Actia nous tient informés quasi temps réel des évolutions. C'était une obligation réglementaire. Plus une hotline, enfin bref, on ne va pas rentrer dans ces détails. La difficulté qu'on a et que mon confrère a abordé, je vais dire, c'est la stabilité de la main-d'œuvre. Dans les ateliers. Et surtout sa formation, puisque ça change sans arrêt. Ce qu'on appelle le turnover, pardon de cet anglicisme. Ça veut dire que c'est une population qui est difficile à stabiliser et qu'on peut délivrer des heures de formation. Il faut sans arrêt remettre le métier sur l'ouvrage. Et après, ça risque d'être perdu. Et ça n'est pas propre au centre auto. Les constructeurs sont les mêmes. Nous récupérons parfois de leurs techniciens. Comme les nôtres vont chez eux, on n'en parle pas. Mais bien sûr. Des techniciens Noroto, feu vert ou des dieselistes vont chez les constructeurs qui les accueillent souvent à bras ouverts. Donc la difficulté qu'on a sur la technicité, ça n'est pas l'accès à la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, il est garanti. C'est sa mise en œuvre. C'est la stabilisation de la montée de la connaissance.
D'accord. Eric Oui, je pense qu'effectivement, les métiers, c'est assez poreux entre une concession et une enseigne comme la vôtre, tant en termes de formation que de compétences. Je pense que le métier de mécanicien évolue. Malheureusement, dans un cadre comme dans l'autre, je pense que ces jeunes qui arrivent ne sont pas assez reconnus, peut-être pas assez payés, c'est peut-être un souci qu'on peut évoquer on va aussi, en parler tout à l'heure pour un avec métier qui est très difficile. Il ne faut pas oublier qu'ils vidangent toute la journée, les pauvres gars, hein, c'est pas forcément réjouissant tous les jours. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'entretien ça coûte cher, et ce dont je parlais au début, la question est-ce que la voiture sans entretien existe, ou bien souhaite-t-on la faire exister, et là il y a un vrai fossé. Non, c'est la mort du réseau. Je pense qu'on ne souhaite pas la faire exister pour une question simplement financière, parce que c'est quand même une sacrée rente, l'entretien. Il ne faut pas l'oublier. Que vous soyez vert, jaune ou bleu, voilà, c'est quand même une rente. C'est désormais la seule façon de faire vivre les réseaux. C'est la seule façon un réseau de faire vivre qui se contente de vendre des voitures. Tout un ensemble. Des fois, il y a des éclairs de génie. Vous parliez de Ford tout à l'heure. On a, chez eux, trempé la courroie de distribution, qui est un organe à changer très cher. On l'a fait tremper dans l'huile, comme les escargots. Et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'en la faisant tremper dans l'huile, elle dure bien plus longtemps qu'une courroie sèche. Voilà, qu'une courroie sèche. En milieu sec. J'ai dit courroie, pas chaîne, hein, courroie. Oui, donc la courroie a changé, absolument. on l'a fait tremper dans l'huile, et d'un seul coup, on augmente la... Donc ça, concrètement, c'est une vraie bonne idée. Le reste, c'est beaucoup de marketing quand même, messieurs. Bertrand. Au final, est-ce que on a évoqué le contrôle technique tout à l'heure et sa sévérisation pour 2019. Est-ce que pour le consommateur, on va, à votre avis, vers un coût d'entretien avec ce levier contrôle technique éventuellement plus abordable ou pas? Bonne question. Je pense Bonne question. Déjà, il va y avoir un surcoût avec ce nouveau contrôle. Je veux dire, le fait d'utiliser un matériel de diagnostic 5 gaz, ça entraîne un surcoût, me semble-t-il. Ou en tout cas, quand on parle de l'éco-révision. Alors, nous, l'éco-révision, c'est un forfait en moyenne qui est dans les 30 €. Juste pour l'éco-révision? Oui, juste pour faire l'analyse d'une dérive technique. Donc ça, c'est quelque chose. Mais je pense qu'on va assister à une évolution. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a appelé éco-révision, parce que je pense que c'est l'évolution naturelle de la révision qui va être la suite logique de l'évolution du contrôle technique. Et je pense qu'effectivement, l'enjeu, justement, pour le consommateur, c'est justement que ça ne lui coûte pas plus cher. Et pour pas que ça lui coûte plus cher, il faut que, déjà bien choisir son véhicule, on en a parlé. Quelqu'un qui est en extra-urbain, il a plutôt intérêt à acheter un véhicule essence. Quelqu'un qui est un gros rouleur a plutôt intérêt à acheter un véhicule diesel. Et puis le véhicule électrique arrive de plus en plus, ça c'est certain. Et après, derrière, c'est 1% du marché. Voilà, c'est 1% du marché. Donc derrière, effectivement, ce qu'il faudra, c'est ne pas arriver justement à la limite d'une casse éventuelle d'une pièce technique coûteuse en justement l'entretenant et en faisant des nettoyages pour décrasser ce véhicule. On se souvient à quelques années, très rapidement, on se souvient à quelques années que chez PSA, on était à des remplacements de courroies aux alentours de 380 000 km, je crois. Depuis, on a fait machine arrière. Vous vouliez réagir? Je veux rajouter par rapport à mon confrère et répondre. Il faut être clair, en 2019, il y aura 30 € approximativement de surcoût du contrôle technique. Ça veut dire qu'on passe à 60-70 € le contrôle technique. Sur les bases que l'on jugerait admissibles aujourd'hui, il y a un diesel sur 2 qui ne passera pas. C'est assez sévère comme perspective. Ce diesel sur 2... C'est même très inquiétant. Ce diesel sur 2, avec l'ancienneté du parc, entendons-nous. Et nous sommes en 2016, donc on remonte aux années 2000-2006 pour les plus anciennes. Une sur 2 qui ne passerait pas sur une base de contrôle stricte. D'accord? Nous rapprochant de ce que maintenant les constructeurs sont censés faire depuis septembre 2015. Ça veut dire que derrière, il y aura à minima des décrassages de circuits, air, carburant, échappement. Il y aura derrière des changements de vanne EGR, pas de changement de turbo, parce qu'une voiture qui arrive au contrôle technique avec un turbo cassé, généralement, elle arrive sur un plateau, elle n'arrive pas en roulant. Mais donc, nettoyage des circuits, changement d'un des injecteurs, nettoyage du FAP, voire changement du FAP, oui, il va y avoir, en tout cas sur l'année 2019, 2020 et peut-être 21-22, certainement une augmentation des coûts post-contrôle technique. Et je pense que le gouvernement doit s'en douter, qui, entre la fin des tests actuels, dans l'optique sévérisation,
mars 2017. Et l'application des règles définitives, juillet 2019, il y a à peu près 2 ans, si je compte, de réflexion, d'échange, de mesures pour dire à quel niveau on va mettre la barre. Monsieur Crocheton, ça sera, je suis désolé, ça sera le mot de la fin. Le chrono a tourné. Quand c'est passionnant, ça va beaucoup plus vite. Merci à tous les 4 d'avoir été sur ce plateau pour évoquer ce sujet. Hein, je vous souhaite une bonne fin de mondiale. Hein, et puis, on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, avec nous, nos nouveaux invités pour les minutes de la PFA, la plateforme filière automobile. Et je vais essayer de ne pas écorcher les noms déjà. Nous avons Cyrine Gucknu, pardon. Vous avez un doctorat en génie industriel à Centrale Paris et une thèse chez Renault Cifre. On m'a dit de bien insister là-dessus parce que c'était plutôt important. Georges Père, cette fois-ci je ne me suis pas trompé, j'ai pas eu grand mérite puisque vous êtes le seul homme. Vous avez fait une école d'ingénieur généraliste mine ParisTech, un doctorat Onera et vous travaillez développement méthode et moyens d'essai pour le confort en liaison au sol chez Renault. Exact. Pauline Collin, décidément je vais y arriver, excusez-moi. Vous avez une licence de droit franco-allemand puis une école de commerce EM Lyon. Vous êtes auditeur senior, direction audit avec un T, hein, puisque nous sommes effectivement chez Renault, risque et organisation. Enfin, Nathalie Huil, vous êtes Global Manager RH pour les ventes monde. Bonjour. Bonjour, merci à tous d'être venus et cette émission s'intitule L'exemple de Renault, venez comme vous êtes. Alors ça rappelle effectivement un restaurant de restauration rapide et dont la publicité c'était amenez ce que vous avez. Je rappelle quand même qu'un emploi sur 10 en France c'est dans l'automobile, amont plus aval de la filière, dans un contexte de marché mondial en croissance qui prévoit une progression de la production mondiale annuelle de 85 millions d'automobiles actuellement à 100 millions en 2020, 130 millions en 2030. C'est le scénario moyen. Et Renault paraît bien en ordre de marche dans la conquête de ces marchés. Vous pouvez nous en dire quoi ? Je peux vous dire que le marché automobile est effectivement un marché en croissance pour les années à venir et que rejoindre l'industrie automobile en France aujourd'hui, c'est une très belle opportunité qu'il faut savoir saisir. Rejoindre Renault en particulier, c'est possible puisque nous avons recruté en contrat à durée indéterminée 1000 personnes en 2015. On arrivera au même niveau en 2016 et on poursuit en 2017. D'accord. Alors j'aimerais bien que chacun, vous me parliez un petit peu de votre motivation, votre parcours de formation, votre expérience et quoi dans 5 ans. Tout cela en 30 secondes, bien sûr. Écoutez, moi j'ai commencé par un stage chez Renault en fait quand j'étais en école de commerce. J'ai beaucoup aimé mon stage donc à l'audit interne et donc motivé par Renault, j'ai décidé de revenir après avoir terminé mes études. Donc ça fait 2 ans que je suis revenu chez Renault et donc j'étais auditeur junior et je suis devenu auditeur senior. Donc j'ai une équipe de 4 personnes actuellement sous moi et donc ça me permet de commencer à manager à un âge assez jeune. D'accord. Voilà. Alors donc moi j'ai commencé avec une thèse. N'hésitez pas à parler un petit peu plus fort. J'ai commencé avec une thèse en 2012. Oui. C'est une thèse CIFRE, une thèse industrielle entre Centrale Supélec et Renault en ingénierie. C'est plutôt technique à appliquer les méthodologies d'ingénierie des systèmes sur des simulations multiphysiques multimodales. Et puis après j'ai été recrutée dans les directions de la recherche, dans les services des véhicules connectés et des mobilités. Donc actuellement, je suis en charge de projets de recherche assez passionnants qui touchent à la fois les véhicules connectés et les véhicules autonomes et son usage de demain. D'accord. Normalement, vous êtes pile dans l'avenir, vous ne risquez pas trop de soucis. L'avenir de votre parti se porte plutôt bien d'après ce qu'on peut voir dans ce salon. Et quant à moi, j'ai commencé avec une thèse dans le secteur de l'aéronautique, avant de rejoindre le secteur de l'automobile en étant embauché chez Renault. Cette thèse consistait à modéliser et à valider des systèmes complexes.
C'est la même chose en fait, on est face aux mêmes problématiques dans le domaine de l'automobile, notamment en liaison au sol, là où je travaille. Et donc je développe des outils grâce aux compétences que j'ai acquises dans cette thèse pour valider ces nouveaux systèmes qui débarquent avec le véhicule autonome. On a besoin de plus de confort, on a besoin de valider des systèmes beaucoup plus complexes pour que la prestation soit de meilleure en meilleure. Voilà. D'accord, donc vous êtes en train de nous dire qu'avec toute l'électronique qu'il y a à bord des voitures, on se rapproche de plus en plus de l'aviation, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Alors, c'est le programme de recrutement, vous nous en avez parlé. Quelques exemples de postes à pouvoir ainsi que les besoins, on l'a bien compris, dans le secteur du digital. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on recrute sur toutes les catégories, des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs, des cadres, avec un objectif de diversité. Notre ambition, c'est de recruter 30% de femmes, d'avoir des jeunes, mais aussi des seniors. Donc ça, c'est un esprit dans lequel des seniors, ça c'est nouveau. Oui, c'est important pour Renault. Dans le cadre d'un accord avec les seniors, nous voulons aussi, dans cette vague de recrutement, pouvoir accueillir des gens expérimentés dans nos équipes. Oui, l'important, c'est de préparer l'avenir, donc c'est de se centrer sur des compétences rares. Nous aident à préparer l'avenir. Non, c'est la perte de connaissances ou la perte de mémoire. Les seniors sont des ressources précieuses, notamment sur les équipes de fabrication. Nous cherchons des opérateurs, nous cherchons aussi des agents d'encadrement, des agents de maîtrise qu'on appelle des chefs d'UET. Et sur cette population-là, nous avons besoin aussi de gens d'expérience. L'expérience est L'avenir se prépare beaucoup avec les jeunes. Ceux qui sont autour de la table illustrent ce message. Et la diversité donc femmes que Renault cherche à développer, puisque nous avons une ambition d'avoir 30% de femmes dans nos recrutés. Chantal Joanneau, qu'on aura la semaine prochaine, sera contente de vous entendre, effectivement. Voilà. Et donc sur les métiers, donc effectivement des priorités sur le digital, le connecté, travailler sur les datas pour pouvoir répondre aux attentes du futur, mais aussi des compétences socles, comme je vous l'ai dit. Oui, c'est clair que le constructeur qui aujourd'hui ne se préoccupe pas de digital, on ne voit pas bien son avenir dans les 3-4 prochaines années, c'est clair, avec l'évolution. Un commentaire sur votre parcours de formation et le lien avec l'entreprise. C'est exigeant. Le lien avec l'entreprise, écoutez, c'est, je pense, l'ouverture déjà à l'international. Moi, j'ai étudié en Allemagne, je suis étudié aux Pays-Bas, et Renault me propose aujourd'hui, en particulier dans mon travail d'auditeur interne, de voyager et d'aller à l'international. Parce que Renault, c'est pas qu'un groupe français, c'est un groupe qui est à l'international, en Amérique, en Afrique, en Asie. Et mon métier aujourd'hui est directement lié à mes études sur cette partie-là. C'est-à-dire que je travaille en anglais, en allemand, en espagnol. Quasiment tous les mois, donc c'est très épanouissant. Et vous êtes spécifiquement Renault ou bien vous pouvez évoluer au sein de l'Alliance? Alors on est spécifiquement Renault avec quelques missions en partenariat avec Nissan sur des sujets très précis, donc on peut être amené à faire, particulièrement en Chine ou encore en Inde récemment. Et donc moi je rejoins Pauline, donc j'ai un parcours assez varié et également je viens d'une pays différente, en l'occurrence la Turquie, je suis d'origine turque. Oui. Donc notamment la multiculturalité, c'est très important au sein de Renault. Donc en ce qui concerne mes parcours académiques, c'est assez varié. À la base, je suis informaticienne et puis après j'ai fait un MBA et puis après je suis enchaînée en génie industriel qui montre en fait aujourd'hui la multidisciplinarité également de filières, le couplage avec les d'autres domaines d'expertise, etc. Donc, dans ces stades-là, ça devient important. Le parcours de l'issue assez différente, assez varié. C'est un peu comme la connectivité, c'est-à-dire que c'est des univers qui s'interpénètrent et vous devez être, pardonnez-moi l'expression s'il n'est pas très joli, multicasquette ou en tout cas multicarte mère, bien évidemment. Oui. Excusez-moi de ce mauvais jeu de mots. Oui. Donc ayant fait une école d'ingénieur généraliste, Renault en fait m'a embauché et cherchait en moi des compétences. Cherchait quelqu'un capable finalement d'appréhender très rapidement les nouveaux systèmes, de savoir les modéliser, les comprendre, rédiger des cahiers des charges pour après être capable d'interroger, de sélectionner les fournisseurs et en même temps, quelqu'un capable finalement de former les gens qui sont autour de moi pour faire progresser l'équipe et les compétences. D'accord, je vais vous poser une question personnelle. Oui. Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans, et donc vous managez combien de personnes? Pour le moment, je manage aucune personne, mais en tant qu'ingénieur métier, je forme en fait, je forme les gens.
Voilà. Et justement, c'est ça qui est extrêmement motivant, c'est que l'on doit apprendre très très rapidement et appréhender les nouveaux systèmes et être capable après de redistribuer l'information et de mettre à niveau les gens. Je comprends bien. En tout cas, ce qui transparaît de tout ceci, de vos interventions, c'est l'enthousiasme, la passion pour votre métier. Et on ne va pas tarder à se quitter. Tout ceci confirme donc que Renault, chez Renault aussi, on fait la part belle à l'innovation dans tous les domaines, et particulièrement celui de la mobilité électrique. Cette émission s'achève. Je suis désolé, je sais que c'est très très court. Pour en savoir plus sur l'actualité des métiers, des opportunités de la filière, un réflexe, le magnifique site, je sais que j'insiste à chaque fois, mais c'est une réalité, parce que c'est une pure merveille, le magnifique site planetauto.com, où vous pourrez prolonger tout ceci, retrouver les vidéos qu'on a réalisées aujourd'hui, et vous permettre de prolonger cette expérience. Merci beaucoup à tous, merci d'avoir participé, c'était court, mais c'était bon, me semble-t-il. À bientôt.